La Grande Guerre patriotique. C'est ainsi que l'Union soviétique caractérise sa lutte acharnée contre les armées du Troisième Reich sur le front de l'Est, à partir du déclenchement de l'opération Barbarossa en juin 1941, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, en mai 1945. Cette dénomination établie par le régime soviétique est une allusion directe à la guerre patriotique de 1812 menée par l'Empire russe durant les guerres napoléoniennes. Cette analogie présente l'envahisseur fasciste allemand comme un nouvel agresseur de plus, que le peuple soviétique, tout entier, doit s'efforcer de repousser. Des forces vives colossales et inattendues seront soulevées pour contrer cette invasion. Une guerre totale commence, une guerre germano-soviétique où les deux camps mobiliseront toutes les ressources humaines et économiques disponibles pour parvenir à leur fin. Après avoir été repoussés aux portes de Moscou et dans l'enfer de Stalingrad, la Wehrmacht cherche à reprendre l'initiative. La bataille de Koursk, ou autrement dit, la plus grande bataille de chars de l'histoire, où verront s'affronter près de 10 000 chars et plus de 2 millions d'hommes durant l'été 1943, sera le théâtre d'un bras de fer qui sera décisif dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale. L'ouvrage de Jean Lopez, Koursk, les 40 jours qui ont ruiné la Wehrmacht, nous éclaire sur les opérations menées sur le front de l'Est. Une bonne partie des propos reportés dans cette vidéo proviennent de son travail. À partir du 19 novembre 1942, date du déclenchement de l'opération Uranus et point de départ des contre-offensives soviétiques autour de la ville de Stalingrad, la 6e armée allemande ainsi qu'un corps de la 4e armée Panzer et de la 3e armée roumaine se font encercler. 240 000 hommes sont ainsi pris au piège. Après plusieurs mois de résistance acharnée et sans espoir de secours, les 91 000 survivants de l'armée du maréchal Paulus rendent les armes le 2 février 1943. C'est la première fois de l'histoire militaire allemande qu'un maréchal est capturé en temps de guerre. 24 généraux allemands l'accompagnent. Les troupes allemandes battent en retraite et l'armée rouge veut avancer au plus vite afin d'empêcher la Wehrmacht de contre-attaquer. Jusqu'au 19 février, l'avancée soviétique est irrésistible. Staline annonce alors que l'expulsion massive de l'ennemi hors du territoire a commencé. Pour ce faire, la Stavka, le quartier général du commandement des forces armées soviétiques, cherche à couper la route aux troupes allemandes en cours de repli dans le Caucase. Les soviétiques s'aventurent alors dangereusement dans le dispositif allemand. Entre le 19 février et le 15 mars 1943, une remarquable contre-offensive allemande menée par le feldmaréchal Erich von Manstein permet de reconquérir les villes de Kharkov et de Belgorod en profitant de l'excès de zèle des troupes soviétiques. C'est ainsi que se forme le saillant de Koursk au printemps 1943. Après cette contre-offensive fulgurante, tout mouvement d'envergure est désormais impossible à cause de la Rasputitsa, une marée de boue engendrée par la fonte des neiges. Le front de l'Est est désormais en repos, et chaque camp compte ses pertes. Le bilan de l'offensive d'hiver soviétique est consternant. Du côté de l'Axe, les armées roumaines, italiennes, hongroises et allemandes ont perdu 107 divisions, soit plus de 40% des forces engagées sur le front de l'Est. 250 000 Roumains, 185 000 Italiens, 140 000 Hongrois et environ 500 000 Allemands ont été tués, blessés, faits prisonniers ou portés disparus. Le front a reculé de 500 km vers l'ouest, dans la partie sud. Les soviétiques ont perdu plus d'1 million d'hommes durant l'hiver. La Stavka s'interroge désormais sur ce que prépare l'état-major allemand pour tirer parti de l'initiative reconquise au printemps 1943. La défaite de Stalingrad est vécue en Allemagne comme une catastrophe nationale. Elle affecte profondément Hitler ainsi que son état-major. La principale motivation d'une attaque à l'Est est d'effacer l'effet psychologique de Stalingrad et restaurer la foi du peuple allemand et de ses alliés dans la victoire finale. Hitler a le sentiment que l'Union soviétique est au bout de ses réserves en hommes après tant de pertes.
il persiste à écarter les rapports du colonel Reinhard Gehlen, chef du service de renseignement à l'Est, qui indique tout le contraire. Heinz Guderian est un officier allemand qui s'est distingué lors de la campagne de France et de l'opération Barbarossa. Il est l'un des précurseurs de l'utilisation massive de l'arme blindée, en y appliquant la tactique offensive de la Blitzkrieg. Guderian est nommé inspecteur général des troupes blindées en février 1943 et a désormais pour mission d'accroître et renforcer les divisions Panzer. Il doit privilégier le développement technique et la production de nouveaux modèles. La tâche est considérable. 8000 chars ont été perdus depuis le lancement de l'opération Barbarossa en juin 1941. En mars 1943, il reste seulement 700 chars sur tout le front de l'Est et les divisions Panzer souffrent de manque d'effectifs drastiques. Heinz Guderian a pour mission de recompléter les 20 divisions blindées affectées à l'offensive d'été 1943. Il doit par ailleurs définir et lancer l'industrialisation de nouveaux modèles de chars et canons d'assaut de nouvelle génération pour donner un avantage technologique à la Wehrmacht. Les Wunderwaffen, ou armes miracles, joueront pour la première fois un rôle important à la bataille de Kursk. Ces armes miracles sont les chars Tigre, Ferdinand et Panther. Le char Tigre est une véritable prouesse technologique. Entré en service au cours de l'année 1942, il s'agit d'une véritable forteresse blindée. Il est pourvu d'un blindage de 110 mm d'acier à l'avant et 80 mm sur les flancs et l'arrière du véhicule. Offensivement, le char est doté d'un redoutable canon de 88 mm. Le char Tigre n'a pas d'adversaire à sa taille et enregistre des performances et des ratios hors normes en combat. Par exemple, en Tunisie, les chars Tigre comptabilisent 150 chars alliés détruits pour seulement 2 pertes, soit un ratio de 75:1. Cependant, le char Tigre demande un temps de conception astronomique. Plus de 300 000 heures de travail sont nécessaires pour sa production, contre 10 000 pour la fabrication d'un T-34 russe. Le Tigre demande un entretien permanent. Une heure de combat nécessite 10 heures de maintenance. Sur route, il ne dépasse pas les 10 km/h et ne doit pas rouler plus de 5 heures d'affilée sous peine d'endommager son train de roulement, ce qui en fait un char à très faible rayon d'action. Le Tigre n'en demeure pas moins un engin redoutable au combat. 143 exemplaires seront déployés pour la bataille de Kursk. Le Ferdinand, véhicule anti-char tout aussi redoutable, s'avère très efficace à plus grande distance. Il est capable de percer 150 mm d'acier à environ 2 km de distance. Aucun char soviétique ou allié ne peut encaisser un coup pareil. Le Panther, quant à lui, char plus polyvalent et conçu à l'origine pour remplacer les Panzer IV, s'inspire fortement du T-34 russe. Il est équipé d'un canon de 75 mm et bénéficie d'une bonne vitesse sur route et en tout terrain. Ce char souffre cependant de nombreux défauts techniques dus à une mise en service hâtive. 200 exemplaires seront engagés à Kursk. L'opération Citadelle, première étape de la bataille de Kursk, sera de nombreuses fois retardée. Et pour cause, Hitler veut le plus grand nombre possible de chars de dernière génération sur le terrain. Cependant, la principale raison du report de l'opération est due à la capitulation des forces de l'Axe à Tunis depuis le 13 mai 1943. Les 250 000 soldats allemands et italiens présents en Tunisie se rendent aux Alliés. Le flanc méditerranéen du Reich est à découvert. Hitler redoute alors grandement un débarquement allié dans les Balkans ou en Italie. Il ne veut pas s'engager trop tôt sur le front de l'Est avant qu'une armée de réserve ne soit disponible en Allemagne. 5 juillet 1943. Après des mois de retardement et d'hésitation, l'offensive allemande peut enfin commencer. 3 armées allemandes regroupant 900 000 hommes sont engagées dans l'opération Citadelle pour faire face à une force soviétique supérieure en nombre, soit 1 900 000 hommes et plus de 3000 chars. La moitié des soldats allemands sont des vétérans du front russe et jouissent d'une grande expérience au combat. L'armée allemande aligne ce qu'elle a de meilleur en cet été 1943 et dispose de tous les moyens pour vaincre sur terre comme dans le ciel. Près de 2700 chars et environ 2000 avions allemands partent à l'assaut des lignes soviétiques. Cependant, l'armée rouge n'est pas la même que celle de l'été 1941 et s'attend à une attaque imminente. Les préparatifs soviétiques sont considérables. Le maréchal Zhukov a réussi à persuader Staline depuis le mois d'avril qu'il est, je cite, peu judicieux de lancer une attaque préventive et qu'il serait plus avisé de laisser l'ennemi s'épuiser sur nos défenses en détruisant ses chars et seulement ensuite, après avoir amené des réserves fraîches, de passer à l'offensive générale. Pour cela, la ville de Kursk et ses arrières ont été protégées sur plus de 100 km de profondeur
avec une succession de plusieurs lignes défensives. Des milliers de kilomètres de tranchées, des centaines de milliers de mines, de charges explosives, ainsi que des fossés et points d'appui anti-chars sont mis en place pour repousser toute tentative d'attaque. De plus, l'effort de dissimulation et de camouflage des unités soviétiques est considérable. Des kilomètres de routes et voies ferrées sont recouverts de filets de camouflage, rendant le trafic indétectable depuis les airs. Les déplacements d'unités se font seulement de nuit et les positions d'artillerie sont soigneusement retranchées. D'autre part, les progrès de l'armée rouge sont significatifs sur tous les plans suite aux désastres de 1941 et 1942, qui avaient démontré l'inaptitude des forces soviétiques à affronter le type de guerre imposé par la Wehrmacht. Cela s'ajoute à un effort industriel sans précédent. À titre d'exemple, durant le cours de la guerre, l'Union soviétique produit plus de 100 000 chars et canons d'assaut contre 50 000 pour le Reich. Pour l'opération Citadelle, le plan allemand consiste à couper le saillant de Koursk avec une attaque simultanée de deux groupes d'armées situés au nord et au sud de la ville. Le groupe d'armées centre, situé au nord de Koursk, est dirigé par le Feldmaréchal von Kluge et le groupe d'armées sud est dirigé par le Feldmaréchal von Manstein. La 9e armée du groupe d'armées centre, dirigée par le Feldmaréchal Walter Model, attaquera au nord depuis Orel, pendant que la 4e armée Panzer de Hoth et le détachement de Kempf, sous le commandement de Manstein, attaqueront au sud depuis Kharkov. L'objectif étant de faire une jonction autour de la ville de Koursk et de repousser les soviétiques à l'est afin d'établir une nouvelle ligne de front contre le fleuve Don. La 9e armée du Feldmaréchal Walter Model engagée au nord de Koursk éprouve de grandes difficultés à exercer une percée dans les lignes adverses. En effet, les attaques ont été anticipées par les services de renseignement soviétiques grâce au décodage de la machine à crypter Enigma. Les champs de mines rendent aussi quasiment impraticable le terrain pour les blindés, et d'autre part, le front du centre commandé par Konstantin Rokossovski est mieux défendu car la Stavka pensait contenir l'attaque principale au nord du saillant, alors que le gros des troupes allemandes se trouvent au sud. L'attaque au nord s'essouffle donc très rapidement et ne parvient pas à atteindre un seul de ses objectifs. L'attaque au sud du saillant est plus favorable aux Allemands, car le front de Voronej, commandé par Nikolai Vatuchin, est moins résistant et les Allemands réalisent une percée sur plusieurs kilomètres. Les formations de la Wehrmacht et les Waffen-SS s'approchent dangereusement de la plaine de Prokhorovka, poussant les soviétiques à engager des troupes de réserve plus tôt que prévu. L'affrontement qui en résulte se produit le 12 juillet 1943 et est connu sous le nom de bataille de la Prokhorovka et considéré encore à ce jour comme l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Les forces allemandes impliquées dans l'affrontement proviennent essentiellement de 3 divisions Waffen-SS, du 2e corps blindé SS dirigé par le général Paul Hauser, à savoir la 1re division SS Leibstandarte, la 2e division SS Das Reich et la 3e division SS Totenkopf, qui engagent l'offensive avec environ 500 chars. Du côté soviétique, la principale formation engagée fut la 5e armée de chars de la garde, comprenant des troupes expérimentées du front de l'Est et environ 800 blindés. La capture de la gare de Prokhorovka, située en plein cœur des défenses du front de Voronej, permettrait aux Allemands de réaliser une avancée déterminante et de contrôler les voies de communication ferrées dans le secteur. Les forces blindées soviétiques comptabilisent plus de 50% de pertes à cause d'affrontements directs et rapprochés. Malgré des pertes énormes, les armées blindées soviétiques empêchent le 2e corps blindé SS de faire une percée décisive. Von Manstein demande à Hitler des renforts pour poursuivre l'opération, en lui démontrant que les soviétiques subissent de très lourdes pertes. Malgré cette demande, Hitler décide d'arrêter l'opération Citadelle le 13 juillet, car l'invasion de la Sicile par les troupes anglo-américaines le 10 juillet 1943 pousse le Führer à dégarnir en partie le front de l'Est. Et d'autre part, Hitler veut favoriser la défense du Donbass où se trouve la région minière du Donetsk. Après l'échec de la percée allemande, l'armée rouge engage une série de 3 contre-offensives fulgurantes à partir du 12 juillet avec l'aide de plus de 3600 chars et 2300 avions. Le rouleau compresseur soviétique est en marche. La première contre-offensive est l'opération Kutuzov qui frappe Orel, au nord de Koursk. S'ensuit l'opération du Donbass qui débute le 17 juillet sur le fleuve du Mius et la rivière du Donetsk. Et finalement, l'opération Rumyantsev, au sud de Koursk, qui se déroule du 3 au 23 août afin de libérer la ville de Bielgorod et de Kharkov. Les aviateurs français du groupe de chasse Normandie-Niemen sont engagés dans les contre-offensives soviétiques et constituent la seule force occidentale à s'être battue aux côtés de l'armée rouge sur le sol soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Les aviateurs français s'illustrent avec 17 victoires aériennes,
11 pilotes du groupe de chasse sont tués, dont le commandant Tulan, qui disparaît le 17 juillet 1943 dans la région d'Orel. Les soviétiques parviennent parfaitement à exploiter leur victoire et à repousser les Allemands, qui se retranchent derrière le fleuve Dniepr. Cette guerre germano-soviétique est encore très loin d'être terminée. À la suite de la bataille de Koursk, la Wehrmacht ne parvint plus jamais à reprendre l'initiative sur le front de l'Est, et il faudra encore 1 année et demie de combats successifs de la part des troupes soviétiques pour parvenir à Berlin et à la capitulation du Troisième Reich.